Et c'était quoi l'objectif de ces SOA, les soldats de... L'appel à une lutte armée contre le régime de Boumediene. Depuis Paris. Depuis Paris. C'est-à-dire faire un coup d'État depuis Paris. Je pense, c'est une hypothèse. C'était une lutte armée. L'appel à une lutte armée. À des Algériens ou d'une partie des berbéristes. C'était pas clair, c'était flou, très très flou. C'était une dénonciation en règle du régime de Boumediene en disant que ce régime a pris le pouvoir par la force, il doit partir par la force. Comme les gens de 54 l'ont dit. Vous voyez, une sorte de continu. Je me demande d'abord si... Je n'ai pas galéré parce que j'ai perdu beaucoup de documents. Mais avec une bonne recherche, je crois que la Bibliothèque nationale de France récupère tout. C'est un document qu'on peut retrouver, c'est sûr. Je me demande si Sbiri n'était pas dedans. À l'époque, il était en France. Et je me demande. Manazonouch. Mais je pense, si mes souvenirs sont bons, je crois qu'il a été signataire. Mais, si je me suis trompé. Oui. Mais en tous les cas, je voulais peut-être te rappeler, je sais qu'il y a un flux d'informations très très important. La période était riche en événements. Absolument. Tu as parlé de clans, tu as parlé de tendances, de tiraillement à l'intérieur du régime, de Boumediene qui s'est senti isolé, qui voulait se donner une image de révolutionnaire, de guide d'une certaine nouvelle tendance lourde qui s'appelle les 77, les non-alignés, etc. Mais à l'intérieur de l'Algérie, lorsque tu parles des tendances, tu parles des clans, des luttes idéologiques ou dites idéologiques, tu as oublié, ou peut-être tu as omis, ou je ne sais pas, ou tu as des raisons d'ailleurs, de parler, tu as parlé du berbérisme, tu as parlé de l'arabo-islamisme, du panarabisme, des gens du pouvoir, qu'ils soient révolutionnaires ou élitaires, de cette nouvelle génération qui commence à naître de propriétaires et de bourgeois et de capitalistes naissants à partir de la fin des années 60. Ceux qui résistaient, ceux qui étaient pro ou qui résistaient à la révolution agraire, à l'industrie industrialisante, etc., etc. Mais tu as oublié de nous parler d'un courant très très important qui a marqué toute la période qui va de l'indépendance jusqu'aux années 90, qui est la tendance communiste, le Pax, et bien sûr les tendances qui ont précédé la naissance du Pax, c'est-à-dire ce courant qui est très important dans l'analyse sociale, dans l'analyse politique des années 70 particulièrement, parce que l'expression était, j'allais dire, éloquente, surtout dans les milieux industriels, dans les milieux agraires et dans les milieux universitaires. Comment tu nous expliques ce phénomène qui a marqué les années 70 en termes de lutte? Et je sais que tu en as beaucoup de choses, et d'ailleurs je ne te demanderai pas de t'étaler, car il est nécessaire pour nous aujourd'hui, particulièrement dans Respublica 2, que de réfléchir à la culture des partis politiques, de l'opposition, écrire une histoire des partis, écrire une histoire de l'opposition en Algérie et des mouvements idéologiques qui ont caractérisé et qui ont marqué l'évolution de l'histoire contemporaine de l'Algérie depuis son indépendance. C'est-à-dire voir l'autre visage, l'autre facette. L'autre facette de la pièce. Effectivement. Parce que le pouvoir et l'opposition, jusqu'à l'époque récente, c'est-à-dire jusqu'aux années 80-90, ce sont les deux faces du même pièce, avec les mêmes méthodes, les mêmes pratiques, les mêmes pratiques, etc. J'aurai l'occasion de revenir plus amplement sur le cas que je connais le mieux, et j'espère que d'autres prendront l'initiative de parler des partis et des mouvements auxquels ils ont appartenu. Parce que, pourquoi je t'ai posé une question, et puis on ne va pas s'étaler sur la question, parce qu'on va consacrer des numéros spéciaux à la question. Dans la tradition du Pax, c'est-à-dire du Pax et de tout le mouvement communiste algérien en général, quelle que soit l'appellation du moment, il est clair que dans le discours
il y avait une tendance lourde vers une sorte de révolution, de culture populaire, culture populiste même, etc. Mais les élites du mouvement communiste algérien avaient bien infiltré le pouvoir et les rouages de l'économie et les rouages de la décision en Algérie. C'est-à-dire qu'il y avait une double démarche. Et ils avaient infiltré les institutions, ils avaient infiltré l'État lui-même était infiltré par ces gens-là. Dans les années 60, ils ont fait l'objet de la chasse la plus atroce et la plus horrible, avec des comportements et des actions indignes, humainement parlant, humanitairement parlant, de la part du pouvoir. Parce que beaucoup d'entre eux ont été horriblement torturés. Horriblement. Je parle de Cheikh Ajali, c'est etc. Le père de... Le cas le plus flagrant, etc. Il y a eu des gens qui ont été exécutés, des gens qui sont... Harbi a été emprisonné, torturé. Il était obligé de fuir et de quitter l'Algérie en 1973. Absolument, et c'est un des fondateurs de l'ORP, qui est une organisation précisément communiste et crypto-communiste, puisque c'est une alliance avec le Parti communiste algérien. Le Parti communiste algérien je ne suis pas bien placé pour en parler, parce que moi j'avais des sympathies pour eux, j'ai toujours eu des sympathies pour eux, même quand j'étais au PRS, et j'étais la voix dissonante dans le PRS, parce que j'ai toujours dit aux gens du PRS qui faisaient de l'anticommunisme, les ouvriers, les voyous là, qui dirigeaient la caste dirigeante. La caste des voyous. Je leur disais que notre ennemi, ce n'est pas le communisme, ce sont nos adversaires, peut-être. Ce ne sont pas nos ennemis. Notre ennemi, c'est l'État, c'est le gouvernement actuel, qui mène une politique qui vend le pays, qui pratiquement met le pays au service de l'étranger, avec les multinationales qui mettent la main sur le pétrole, etc. Et j'étais très peu suivi parce que moi, les communistes algériens, je ne suis pas allé vers eux. Mais je comprenais la démarche qu'ils faisaient. C'était quoi la démarche? Leur démarche, c'était... Parce que pour nous, de l'extérieur, nous sommes la nouvelle génération post-89 en termes politiques. Pour nous, il y avait une sorte d'une double démarche, un double visage à l'intérieur de cette mouvance. Comme celle de l'islamisme qui a suivi la guerre civile en Algérie, qui a également un double visage, un visage mercantiliste et un visage religieux. Et il y a cette jonction entre le mercantilisme et le religieux, comme dans le discours des communistes, l'antilibéralisme, mais sur le terrain, il y a infiltration des institutions, des entreprises, etc. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il faut savoir une chose, que les communistes avaient investi les secteurs où le communisme d'une manière générale et le socialisme trouvent terreau à son idéologie, qui est une idéologie de revendication de droits fondamentaux, des droits essentiellement à la vie, au salaire, à la dignité, au travail, etc. C'est pour ça qu'ils étaient présents dans les syndicats, ce qui a poussé le pouvoir à casser le syndicat, le caporaliser. Ils n'étaient pas dans le FLN parce qu'ils avaient leur propre organisation, ils avaient leur propre parti. Ils ne faisaient pas de l'entrisme dans le FLN. Ça, c'est tardif. C'est dans les années 70 qu'ils vont faire de l'entrisme dans le FLN. C'est ça. Mais dans les années 60, c'était l'autonomie du mouvement. Il fallait construire et consolider leur propre mouvement. Ils avaient plus ou moins soutenu Ben Bella. Ils ont apporté leur soutien à Ben Bella la veille du coup d'État. Ben Bella se méfiait d'eux. Un soutien tardif. Très tardif. Ben Bella, comme tous les nationalistes algériens, tous, sans exception aucune, étaient de manière virulente anticommuniste. Virulente. C'est épidermique. C'est en raison du passé du mouvement national. Parce qu'un TLD-PPA était opposé à la stratégie communiste qui se rapprochait de celle de Abbas. Nous en avons parlé. Donc, ils sont restés là-dessus. Donc, Ben Bella, quand il a compris trop tard, il pensait qu'il pouvait attirer les communistes à lui à la condition qu'ils acceptent un certain nombre de principes, l'encadrement de l'autogestion, parce qu'il pensait pouvoir encadrer l'autogestion. L'autogestion dans sa forme yougoslave ne pouvait pas l'arranger. Mais
il se disait qu'à travers le syndicat, si on pouvait encadrer l'autogestion, et on va confier cet encadrement aux gens qui ont l'habitude des luttes sociales et des luttes politiques, c'est-à-dire les communistes. Et en mettant les communistes, en fixant les communistes sur des objectifs de la campagne, c'est-à-dire du monde rural, on les éloigne des centres urbains. Parce qu'il y a un schéma chez Bembella qui n'est pas le sien. Tous les régimes totalitaires. Il ne peut pas le construire. Il a été soufflé par les trotskistes de son entourage. Le communisme ne peut se développer que dans les cités industrielles. C'est une image qui était encore un peu schématique jusqu'à la fin des années 60. Il était inimaginable de penser un communisme à la campagne, parce que l'expérience chinoise n'était pas connue encore. L'expérience chinoise ne sera connue du monde qu'après 68, quand l'Europe va s'intéresser à la Chine et qu'elle va nous dire ce qui s'est passé en Chine. Avec le développement du mouvement maoïste, etc. Exactement. Donc, lui, il se dit, bon, les communistes, on va leur donner un os, on va leur dire, occupez-vous des campagnes, encadrez la révolution, encadrez l'autogestion, occupez-vous des campagnes, sensibilisez les travailleurs, les ouvriers, organisez-les, racontez-leur ce que vous voulez. De toute façon, la campagne, c'est connu, elle va mettre très longtemps avant d'aller à la campagne. C'est-à-dire que ces gens-là se devaient d'expliquer le communisme à des paysans qui sont du côté de Rinpochera ou du, je sais pas, de Rintimouchet ou de Rever. Bon. Qui obéissent au marabout. Oh, effectivement. Dans les années 65-70, quand l'État se construisait et la base économique industrielle de l'État se construisait, il y a une chasse aux communistes. Pourquoi? Parce que Boumediene aussi a compris le danger d'une infiltration communiste dans les secteurs industriels. Ça pouvait créer des troubles, d'autant plus c'est-à-dire la naissance d'un type nouveau de syndicalisme, de revendication, de droit. D'autant plus que autant les communistes étaient prudents, autant les gens du PRS, c'est-à-dire les anciens de mon parti, moi je n'étais pas à l'époque que dans les années 60, je n'ai adhéré qu'en 70, donc dans les années 60, ils ont été ultra-gauchistes, irresponsables, tapageurs, et c'était les militants qui n'étaient pas très nombreux, étaient des militants rétribués. Militants professionnels. Jusqu'à la fin 68, c'est après 68 que la permanence a été arrêtée. C'est-à-dire c'était professionnel. C'est-à-dire une armée fonctionnaire du parti. Une armée de métier. Une armée de métier. Ils ont organisé une immense et très importante manifestation au niveau du complexe de Hajar en 67-68 qui a été réprimée dans le sang et qui a donné une peur bleue au régime. Et je crois qu'à l'époque, il y avait un commandant de la place à Annaba, qui est connu, le Manchon, qui a fait donner du feu à Taïlia. Il avait déjà fait tirer sur la foule en 65, parce qu'à Annaba, pourquoi Annaba s'est solidarisé avec Boumediene, je n'en sais rien. Quelque part, ça rassure. Ça veut dire que les gens de l'Est ne sont pas régionalistes. Ils se sont mobilisés pour un Boumediene qui est né à Mondroman, peut-être au-delà de la frontière marocaine. Et il y a eu un massacre des manifestants en 65. Et ils récidivent en 67, en tirant sur les ouvriers, sur la place du cours d'Ambetta de Annaba. Et cette manifestation, je n'ai pas malheureusement les anciens numéros, mais un des anciens numéros de Jarida, il y a une photo des manifestations avec des banderoles, avec l'emblème du PRS qui est l'appel de la pioche. Ce n'était pas la fossile marteau, mais l'appel de la pioche, c'est-à-dire le mouvement ouvrier typiquement algérien. Et ça a été réprimé. Et ça a attiré l'attention, et le pouvoir, à ce moment-là, s'est dit, attention, il faut faire attention à la syndicalisation dans les entreprises. Et là, il y a eu un tour de force et un tour de vis contre l'UGTA et une caporalisation de l'UGTA beaucoup plus importante. Les communistes... Entre parenthèses, nous sommes en train de préparer dans Respublica 2 également un travail de fond sur le JTA, c'est-à-dire sur le mouvement syndicaliste et depuis la création de l'UGTA
pour suivre un petit peu les traces, sur les traces de l'UJTA en tant que mouvement, parce que nous considérons que le syndicalisme, non seulement il a été comment dirais-je, il a été oublié, et on ne lui a pas donné sa véritable dimension dans le processus du mouvement national, de la guerre de libération nationale, de l'indépendance, mais par la suite il a été perverti, et c'est devenu maintenant un phénomène pervers qui bloque une bureaucratie, un phénomène qui bloque complètement le processus de développement. Dans n'importe quel pays du monde, on n'a jamais vu un secrétaire général du syndicat qui condamne les grèves. Il y a un Algérie. C'est une originalité. Une originalité.